quel intérêt? Pour quelle motivation? Pour quel stratagème? Et lorsque j'ai lu le document remis par le professeur Oumanou, il dit qu'il existe un agenda commun entre la CENI et l'ONIP. On a négocié cet agenda commun où? Parce que l'ONIP est encore en train de se rechercher. Et nous allons y revenir. Donc, je voudrais que nous soyons tous d'accord. Ce texte est anticonstitutionnel et ne répond pas à la vision de notre pays dans l'organisation des élections qui est une compétence exclusive de la CENI. Je voudrais qu'on m'apporte la contradiction. Deuxième élément, Monsieur le Président, la violation matérielle de la Constitution. Monsieur le Président, notre Constitution dit dans le préambule que nous voulons bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit, une nation fondée sur une véritable démocratie. Et l'article 73 de la Constitution dit ceci, Monsieur le Président, que le scrutin du président de la République, je vais prendre mon texte pour être sûr que je n'invente rien. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président de l'exercice. C'est une disposition impérative. Ou la Constitution, c'est un texte de droit, ou c'est un chiffon de papier. Mais nous croyons que c'est encore un texte de droit qui est le socle de l'ensemble de notre ordonnancement juridique. Or, qu'est-ce que nous avons entendu? Je ne peux pas vous dire quand est-ce que je vais commencer. Ça a commencé avec le prêtre, ça continuera avec moi. Non, Monsieur le Président, on doit savoir, parce que nous connaissons la date de la fin du mandat du président de la République, le 19 décembre 2016. Donc, il faut nous dire 3 mois à l'avance quand est-ce que l'élection va se tenir. Les recensements, c'est une belle opération. La feuille de route de la l'ONIP, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec la Constitution. Et ce qui est plus grave, Monsieur le Président, lorsque nous avons lu le professeur Oumanou dans ce document, qui d'ailleurs reprend son intervention au terre du fleuve, il dit, je peux vous donner les fichiers pour la CENI, ce qui n'est pas d'ailleurs sa compétence, et qui n'a rien à voir, dans une année. C'est là, bien sûr, une fois levé l'hypothèque des contraintes financières et autres liées notamment à l'installation de la configuration des infrastructures des réseaux de télécommunications. 3 mois après, je ne sais pas s'il a levé toutes ces hypothèques, parce que, Monsieur le Président, il a dit qu'il lui faut 418 millions de dollars. Il n'a pas encore. Et d'ailleurs, dans ces 418 millions de dollars, Huawei, la société avec laquelle ils ont signé ces contrats avant même que l'ONIP exista, avait demandé qu'il donne 5%, soit 24 millions. Jusqu'à présent, on n'a pas encore donné. Bon, on peut toujours trouver parce que la CENI a eu 300 millions. Mais pourquoi la CENI a 300 millions du coup? Parce qu'on ne planifie pas les élections. Vous l'avez toujours demandé, Monsieur le Président, qu'il y ait une dotation à chaque budget. Et là, ça ne se ressentirait pas. Mais lorsqu'il faut chercher l'argent en catastrophe pour organiser les élections en course contre la montre, eh bien, il faut chercher l'argent. Et ça crée des problèmes parce que tout ce qui se fait contre le temps ne peut que échouer. Alors, voilà la structure de procès Oumanou. Il faut un QG national où sera installé à Kinshasa un data center. En province, 26 data centers. Dans les territoires, 645 sites. Et il faut ajouter les communes. Au niveau des villages, 4950 kits. Alors, ça va se faire quand? Ça va se faire comment? Il a eu la courtoisie de nous donner un document sur le renseignement général de la population. Ça va au-delà de 2017 déjà. Alors, va-t-on nous amener, nous, vous, à violer la Constitution? Pour quel intérêt? Pour faire plaisir à qui? Il faut tuer les gens pour ça. Parce qu'il faut garder le pouvoir pour le pouvoir. Ah non, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut que chacun s'assume. L'onction populaire est importante, mais elle doit se faire dans le respect de la Constitution. Donc, il n'y a non pas seulement violation
formelle de la Constitution, mais dans l'esprit. C'est pourquoi dans les textes, il y a beaucoup de non-dits. Au lieu de parler de recensement, on parle de l'identification nationale. Et parfois, là où on s'arrête, c'est ça le danger d'une législation à géométrie variable. Lorsqu'on veut faire des textes pour faire plaisir à X, la loi doit être générale, impersonnelle et impérative. Alors, dès une opportunité, je crois que les collègues l'ont dit, cette loi est en train de nous créer des problèmes pour rien. Le cadre législatif des élections est bon. Et quand on voit ce qu'on veut corriger, ça ne touche pas. On parle de la corruption. Qui corrompt dans le centre de compilation? Ce sont les candidats. Il n'y a aucune sanction contre eux. Le collègue Fataki Kabamba vous a parlé de la fabrication des listes, de la multiplicité des partis. Qui a créé des partis Vespero, AAA, BPP? C'est qui? Mais il ne faut pas qu'on se trompe et qu'on trompe nous-mêmes. Il faut qu'il y ait un minimum de volonté de bâtir un État sur base de la vérité et de l'amour. On a créé des mosaïques. Qui a créé des mosaïques? Où sont ces mosaïques? Où sont leurs sièges? Où sont leurs élus? Ah non! Parlons peu, parlons vrai, et ce pays va aller mieux. Donc, on n'a pas besoin de ça. La CENI a déjà reçu plus de 30 millions pour réviser le fichier électoral. Il n'y a aucune recommandation des observateurs demandant l'identification nationale. On demande la fiabilisation du fichier électoral. On demande la rationalisation des bureaux de vote. On demande l'installation de la Cour constitutionnelle. On demande la qualification des responsabilités de la CESAC et du ministère de l'Intérieur. Voilà des questions fondamentales que posent les élections. Ça n'a rien à voir avec l'identification nationale. Et je vais terminer par là. Monsieur le Président, cette loi est nocive. Elle nous divise. Elle tue. Chaque minute, chacun de nos téléphones nous appelle. À Tchangou, ça tire. À Mombele, on tue. Le vice-premier ministre, il est chargé de l'administration du territoire. Il n'est pas chargé de la comptabilité macabre. Nous n'avons pas besoin. Les Congolais sont déjà trop morts. Et nous n'allons pas rejeter cette loi. Nous allons demander au vice-premier ministre de retirer la loi et de laisser la CENI faire son travail en publiant un calendrier global, consensuel, avec toutes les parties prenantes et en continuant de manière participative le nettoyage du fichier, l'audit du fichier électoral. Tout le reste, Monsieur le Président, ne sont que des stratagèmes pour désorienter notre système électoral. Je vous remercie. On voit que vous venez de l'intérieur, de la CENI. Nous comprenons maintenant. Honorable Nkoé Mafuta. Pour leurs pertinentes interventions qui certainement vont devoir améliorer ce projet de loi. Honorable Président, me référant à l'article 132 de la Constitution, je voudrais répondre dans le cadre de la pratique du dialogue entre institutions. Car enfin, le texte sur lequel je vais devoir répondre, ce n'est pas le texte venant du gouvernement, mais plutôt le texte de l'Assemblée. Ai-je le droit, devant votre auguste Assemblée, de défendre les textes qui ne seraient pas venus du gouvernement? Et donc, je vais tenter par courtoisie et par dialogue entre institutions de fournir certaines réponses, car ce texte, je ne peux pas le défendre conformément à l'article 132 de la Constitution. Il n'est pas celui du gouvernement. J'ai pu réunir un certain nombre de questions, j'ai pu regrouper les questionnaires
pour être beaucoup plus pratique. Il s'est agi de la constitutionnalité et de l'opportunité du présent projet de loi, la question sur la parité homme-femme, les questions liées à l'identification et au recensement et à l'enrôlement, le vote des Congolais de l'étranger, les critères d'éligibilité, l'obtention et l'authentification des documents, la problématique de la révision du fichier électoral pour les élections locales de 2015, la question du bien fondé du changement de la circonscription électorale pour les élections locales, le respect du délai pour l'affichage des listes électorales, l'accompagnement des plis par les témoins. Et ceci ne m'empêche pas, tout en regroupant les questions, par moment, de revenir aux auteurs de questions. Au premier intervenant qui estime que ce n'est ni un honneur de pouvoir répondre ou de pouvoir prendre la parole devant votre auguste assemblée, je dis simplement qu'à chacun d'assumer ses idées, mais pour ma part, m'adresser devant cette assemblée qui a fait la notoriété de notre pays, alors que je viens d'entrer au gouvernement, m'adresser pour la première fois devant cette assemblée, pour moi c'est un insigne honneur. Et donc, je ne voudrais pas ici entretenir quelconque polémique, mais pour ma part, la notoriété de cette assemblée ne peut être passée sous silence. Il y aurait scénario catastrophe, les lois les plus importantes ne seraient présentées qu'à un moment précis pour ne pas permettre aux honorables parlementaires d'avoir le temps nécessaire de pouvoir examiner en toute indépendance les projets de loi présentés par le gouvernement. Je dis simplement, si par deux fois on en est arrivé là, qu'un projet important soit examiné dans une session extraordinaire, ce n'est pas la loi. Je voudrais ici dire que ce projet de loi en modification aujourd'hui, lorsque la loi a été adoptée en 2006, mais il ne s'est pas agi d'une session extraordinaire. Lorsque nous avons adopté la loi sur les financements des partis politiques, c'est une loi importante, ce n'était pas en session extraordinaire. Je peux citer plusieurs lois et des lois éminentes qui ont été adoptées par cette éminente assemblée et ce n'était pas en session extraordinaire. Je ne peux pas dire qu'il s'agit là plutôt d'une loi. Non, ce n'est pas une loi, c'est une simple coïncidence. Et donc, je voudrais là revenir sur l'article 5 qui parle des Congolais de l'étranger. Si nous qui sommes au pays, nous n'avons pas de carte d'identité, comment les auraient les Congolais de l'étranger? Et de quelle carte d'identité s'agit-il? La nécessité de l'identification a été prouvée par ce présent projet de loi. Et nous disons que les Congolais doivent être identifiés pour qu'on connaisse exactement quel est notre nombre. Et à défaut, disons donc pour les prochaines élections, à défaut de l'identification, parce qu'on semble ici dire que l'identification serait une condition d'organisation des élections. Non. À la date arrêtée par la CENI pour l'organisation des élections, ce sont les données qui auront été à la disposition de l'ONIP, sont ces données-là qui serviront. Et donc, lorsque l'on quitte l'état d'exception pour passer à l'état normal, je pense que ceci devrait être apprécié par nous tous. Il n'y a pas ici une conditionnalité, mais au moment, le tempo, c'est celui-là arrêté par la CENI, et ce sont les données qui seront en possession par l'ONIP qui seront
mise à la disposition de la CENI. Il n'y a pas du tout ici une sorte de conditionnalité. Et donc, concernant la constitutionnalité et l'opportunité du projet de loi, le projet de loi qui vous est présenté est incontestablement constitutionnel, en ce que toute loi peut être modifiée pour autant qu'on respecte le principe du pluralisme des formes et que les dispositions qui y figurent n'énervent en rien la Constitution. Une interprétation comme tant d'autres, j'ai dit haut et fort, que nulle part la Constitution n'a été énervée. Doctrine contre doctrine, mais il appartient au juge, et c'est le juge constitutionnel de pouvoir dire si la Constitution a été énervée. Pour l'instant, il n'en est pas question. L'argument qui a été utilisé par le sénateur Ndioli, selon lequel le présent projet de loi permet au gouvernement d'interférer sur les compétences exclusives de la CENI, n'est pas non plus justifié. En effet, l'article 211 de la Constitution, explicité par l'article 9 de la loi organique de la CENI, reconnaît à cette dernière la compétence sur toutes les questions d'organisation des activités préélectorales, électorales et post-électorales, ainsi que la régularité du scrutin. Le projet de loi sous examen réaffirme ces principes, en ce sens que toutefois, toutes les fois plutôt, qu'il y a évolution des données démographiques de la population, la CENI est appelée à mettre à jour son fichier électoral. Où y a-t-il ici énervement de la Constitution? On ne fait que renforcer cette compétence qui a été attribuée à la CENI, pour mieux faire d'ailleurs. Quant à l'article 73 de la Constitution, le projet de loi sous examen ne l'énerve pas non plus, en ce sens que l'article 102 de la loi électorale, qui précise le même principe, édicte à l'article 73 de la Constitution, édicté plutôt à l'article 73 de la Constitution, n'a pas été soumis à la révision. Alors, où y a-t-il mascarade? Où y a-t-il anguille sous roche? Où y a-t-il tripatouillage? Évidemment, il s'agit purement et simplement d'un procès d'intention, parce qu'ici, il s'agit de brandir un texte. Voilà, ici, de manière précise, je vous démontre que tel article de la Constitution a été énervé. Malheureusement, je n'ai pas été confronté à cette preuve mathématique. S'agissant de l'opportunité, quelle est l'opportunité de ce projet de loi? Oui, mais celle-ci est bien réelle. Il suffit de rappeler que tous les rapports d'émission des observateurs des élections de 2011 ont insisté sur le fait que, et même ceci a été accepté par toutes les tendances politiques qui avaient déploré la nécessité de pouvoir revoir les cadres législatifs, mais nous répondons justement à cette préoccupation des observateurs. La loi, et je voudrais ici le dire de manière solennelle, la loi est particulièrement la loi électorale. Sa vocation est d'être indéfiniment remise sur le métier. Pourquoi? Parce qu'après chaque élection, il y a toujours des évaluations et on tient compte de ce qui n'a pas marché. Je voudrais ici défier quiconque viendrait m'apporter, qu'il s'agisse de n'importe quel pays, une loi électorale qui aurait fait 15 ans, sans qu'elle ait été modifiée. Dans quel pays? Ailleurs, lorsqu'il y a changement de majorité, il y a nécessairement changement de la loi électorale. Alors nous n'allons pas inventer la roue. Elle a déjà été inventée. C'est la boussole que nous voulons inventer depuis très longtemps. Ce n'est pas nous qui allons l'inventer. Le présent projet de loi répond donc à toutes les recommandations qui ont été faites aussi bien par les observateurs et que par nous-mêmes, parce qu'on veut simplement privilégier l'aspect des autres, les observateurs étrangers. Non, nous-mêmes, à plusieurs reprises. Un honorable sénateur m'a dit, pourquoi faudrait-il citer les données d'il y a plus de 8 ans lorsqu'un membre éminent de notre communauté
a parlé de la nécessité du recensement. Je voudrais simplement dire que désormais, je citerai les données de 2013, juin 2013, du conclave de l'opposition. Et je demanderai qu'on les passe le plus possible parce qu'elles sont récentes. Juin 2013, si celles de 2008 sont assez loin, nous allons citer celles de 2013. Parce qu'il y a eu conclave de l'opposition et on est revenu sur les mêmes conclusions. Je les ai, pour ne pas pouvoir ennuyer les honorables sénateurs, je ne me permettrai pas de les lire, mais je les ferai passer. Et honorable Lumbea. Eugène. Merci, honorable président, de m'avoir accordé la parole. Ça fait longtemps que je cherche à vous accorder la parole, mais vous ne demandez pas. Merci beaucoup. Merci. Honorable président, j'ai une observation après avoir entendu l'exposé de son Excellence sur le projet de loi. L'observation concerne les 1/3 des sièges à compétir entre femmes à une circonscription électorale à plus de 2 sièges. Pour me faire comprendre, je vais vous lire la Constitution, article 14, alinéa 1, 2 et 4. Article 14, premier alinéa. Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Alinéa 2. Ils prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Alinéa 4. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Honorable Président, après la lecture, l'alinéa 1er interdit la discrimination à l'égard de la femme. L'alinéa 2 oblige les pouvoirs publics à prendre des mesures appropriées pour faire participer la femme à la vie politique. Pourquoi la Constitution oblige le pouvoir public à prendre des mesures appropriées prévues à l'alinéa 2 de l'article 14 de notre Constitution? La réponse est claire à ce sujet. C'est pour résoudre les problèmes posés à l'alinéa 4 de l'article 14 de notre Constitution qui stipule que la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Pour terminer, honorable président, vous ne pouvez pas avoir une représentation équitable de la femme au sein des institutions nationales, provinciales et locales seulement qu'avec les listes établies par le parti politique en tenant compte de la représentation paritaire hommes-femmes, comme prévu à l'article 13, alinéas 3 et 4 du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale et dont la confusion est apparente. Ceci étant, je pense qu'il faut supprimer les deux alinéas 3 et 4 de l'article 13 de ce projet de loi pour créer une disposition relative aux 1/3 des sièges à compétir entre femmes pour une circonscription électorale à plus de 2 sièges. Cette disposition créée constitue en droit de la femme une discrimination positive. J'ai dit et je vous remercie. Je vous dis, honorable Kabamba Oumba, vos collègues sont venus me voir hier et ont défendu la thèse que vous défendez. J'ai déjà compris, on va faire en sorte de faire droit à votre requête.
Honorable Lumbea. Je vous remercie de la parole, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau. Honorable Ngoulou se prépare. Chers collègues,